Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale conflit en Ukraine. Ce jeudi 10 mars marque 2 semaines exactement depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine. On va consacrer les prochaines 40 minutes à analyser ensemble dans un premier temps les acteurs de ce conflit. Qui sont les belligérants en Ukraine? Par la suite, on se penchera sur le conflit au Donbass à travers une genèse justement de ce conflit avec nos invités ce soir. Reda Halilesh dans un premier temps qui m'accompagne sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sociologie des conflits. Et via téléphone, Monsieur Sassi Ben Ali, analyste spécialiste de l'Afrique, du terrorisme et du Moyen-Orient. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Messieurs, donc 15e jour de l'opération militaire russe en Ukraine. On a vu des prises de parole multiples, des prises de décision à tout va. Mais Monsieur Halilesh, je m'adresse à vous dans un premier temps, docteur. Qui sont vraiment les belligérants en Ukraine? Les principaux belligérants, il s'agit d'abord du gouvernement ukrainien qui est en conflit avec la région russophone, les deux régions russophones du Donbass, ainsi qu'avec la Russie depuis le 24 février 2022, c'est-à-dire depuis l'intervention des troupes russes et quasiment l'invasion du pays par l'armée russe. Donc, vous avez les Ukrainiens, c'est-à-dire le gouvernement ukrainien, la minorité russophone de l'Est du pays, le gouvernement russe, et puis aussi, vous avez indirectement l'OTAN qui envoie des armes et qui soutient aussi fortement qu'il peut, puisqu'il ne veut pas intervenir directement sur place, en envoyant aussi des hommes, des mercenaires et des groupes armés. Il y en a 4 donc, c'est bien ça. Voilà. L'actuel gouvernement ukrainien Zelensky, qui a été élu en 2019. On sait que les oligarques jouent un rôle important dans ce conflit, puisqu'ils ont parrainé Zelensky. Quel est le poids des oligarques justement sur le pouvoir, les oligarques ukrainiens bien entendu, sur le pouvoir ou sur le gouvernement de Kiev? Depuis l'indépendance de ce pays en 1991, le poids des oligarques n'a cessé de devenir important. À la différence du pays voisin, la Russie, en Russie, c'est le pouvoir politique qui quasiment a une importance qui prime sur les oligarques, et les oligarques, ils obéissent pratiquement au pouvoir politique en Russie. Ce qui n'est pas le cas en Ukraine, c'est vraiment l'inverse. Ce sont les oligarques qui parrainent le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'en Ukraine, il y a quand même la présence de groupes assez opaques. Quand ce n'est pas des groupes mafieux, ce sont tout simplement des groupes de pression qui jouent un rôle qui peut varier d'une idéologie à une autre, parce que vous avez des oligarques pro-russes et d'autres oligarques qui sont anti-russes. Mais dans les deux cas de figure, aussi bien avec Zelensky qu'avec d'autres anciens chefs d'État qui ont été parrainés par les oligarques pro-russes, c'est eux qui, en fin de compte, parrainent le chef de l'État, même s'il y a des élections démocratiques qui sont organisées entre-temps. Monsieur Sassi Ben Ali, je m'adresse à vous à présent. Quel est votre avis justement sur qui sont les belligérants en Ukraine? Concernant les belligérants, évidemment, il y en a deux parties qui sont connues. En apparence, il y a l'Ukraine et la Russie, mais il y a d'autres intervenants. Quand on dit d'autres intervenants, c'est indirectement l'OTAN, évidemment, via les armes. Ou bien, entre-temps aussi, il y a les légionnaires aussi qui interviennent dans ce domaine-là. Et pas seulement les légionnaires, quand je dis les légionnaires, évidemment, c'est les légionnaires étrangers, que ce soit islamiques terroristes ou bien de l'autre côté qui sont de la droite nationaliste. Dans tout ça, il s'allie ou bien il rallie les rangs du bataillon d'Azov.
D'accord. Donc, un point commun, messieurs. Donc, vous êtes tous deux d'accord que la Russie est belligérant justement en Ukraine. Monsieur Halilash, docteur, quelles sont d'après vous les motivations du Kremlin dans cette dernière opération militaire de l'armée russe justement en Ukraine? Le prétexte, qui est un prétexte idéal, qui justifie l'intervention des troupes russes en Ukraine le 24 février, le matin du 24 février, c'est que le gouvernement ukrainien s'apprêtait à déclencher une vaste opération sur les régions russophones, de manière à essayer de récupérer les territoires qu'il n'a pas pu gagner ces dernières années. Et comme les deux républiques se sont proclamées indépendantes, elles ont de ce fait, le jour même où elles ont proclamé leur indépendance, signé des accords avec Moscou pour intervenir dans le cas où ils seraient menacés. Donc c'est ça qui a justifié la précipitation de l'intervention du président Poutine en Ukraine, sachant que les observateurs avertis ne s'attendaient pas à une intervention aussi massive de la part de l'armée russe. Ils pensaient plutôt qu'il pourrait y avoir un arrangement de manière à ce qu'il n'y ait pas quand même tout ce remue-ménage. Mais comme je vous le dis, c'est la proclamation d'indépendance de ces deux régions qui fait que la Russie étant liée par des accords sécuritaires et militaires qui ont été quasiment signés en même temps, et vu que Kiev s'apprêtait à remettre en cause et à s'opposer à cette déclaration d'indépendance, Moscou a préféré intervenir pour couper net l'élan du régime de Kiev. Troisième acteur donc dans ce conflit, l'OTAN ou l'Union européenne ou l'Europe. Monsieur Sassi Ben Ali, est-ce que justement l'OTAN, l'Union européenne parlent d'une seule et même voix d'après vous? C'est presque la même voie, parce que beaucoup de pays de l'Union européenne sont membres de l'OTAN. Dans ce cas, c'est presque la même voie. Quand on voit évidemment les décisions prises au niveau de l'UE ou bien de l'OTAN, c'est presque la même voie et il n'y a pas de différence entre les deux. Même au niveau évidemment de l'accueil des réfugiés, etc., oui. Il y a certains pays qui accueillent les réfugiés ukrainiens, qui soient membres de l'OTAN ou bien de l'UE, c'est la même chose. C'est eux qui font l'accueil. D'accord. Et pourquoi justement cette même voie n'a pas pesé pour faire respecter les accords de Minsk, Minsk 1 et Minsk 2? Concernant cette voie-là, parce qu'il y a le président ukrainien, Zelensky, est allé un peu plus loin et c'est sûr que des pressions évidemment du bataillon Azov, la droite nationaliste, et il s'est rallié à la droite nationaliste. La droite nationaliste, elle a rejeté les accords de Minsk. Pourquoi les accords de Minsk? La droite nationaliste, elle est russophobe. Et il ne veut plus entendre parler de tout ce qui est accord avec la Russie. Parce que si on parle de l'accord de Minsk, la population évidemment russe doit parler sa langue et ukrainien, il doit y avoir deux langues au niveau de l'Ukraine. Et cette partie-là, notamment le bataillon Azov, qui a rejeté toute entente avec les Russes pour qu'il y aurait une deuxième langue, etc. Même les banques russes ont été fermées, les écoles russes ont été fermées, et ainsi de suite. Monsieur Dr Halilash, que pensez-vous de cette russophobie que vient de mentionner Monsieur Ben Ali? Oui, j'aimerais justement lui poser la question suivante, s'il peut nous éclairer davantage en ce qui concerne la composition de ces groupes néo-nazis et quel est véritablement leur poids et leur responsabilité au niveau donc du régime de Zelensky, puisque Poutine a clairement accusé Zelensky d'être entouré par des néo-nazis. Et je voudrais savoir si sur ce point-là, Monsieur Sassi peut nous éclairer. En réalité, j'interviens? Oui, bien sûr. À vous la parole, monsieur. D'accord. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. En réalité, le bataillon Azov ne date pas d'aujourd'hui. Il est évidemment l'appellation Azov, c'est une appellation qui est au nom de la mer d'Azov.
et ça a commencé, c'est presque en 2014, ce n'est pas d'aujourd'hui, ils ont été créés par le ministère de l'Intérieur au lendemain du référendum de Lugansk et de Donetsk en 2014. Il y a eu une insurrection de ce bataillon-là, et il a été pris en charge par l'État, comme je dis l'État ukrainien. Une fois on trouve ce bataillon Azov sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, et une autre fois aussi, on le trouve sous la responsabilité évidemment du ministère de la Défense. Et une autre fois aussi, comme garde la garde présidentielle. Et en tournant entre les trois corps, ils ont presque mis la main sur beaucoup de directives, et en mettant la main sur tous les rouages de l'État, maintenant, c'est eux qui guident le président Zelensky. Et lui-même, il s'est rallié à ce groupe-là. Pourquoi? Parce que, connaissant évidemment la tendance de Zelensky, il est de tendance un peu judéo-chrétienne ou bien un peu juive. Et sachant que le groupe Azov, dès sa création, il a été financé par Ihor Kalamovski, quelque chose comme ça. C'est un iconographe israélien. Docteur Reda Halilesh, vous souhaitez peut-être intervenir et revenir sur la réponse de M. Sassi Ben Ali? Oui, je voudrais juste dire que là, on voit à travers Kolomoïski, ce milliardaire ukrainien qui a financé la campagne électorale de Zelensky, toute la contradiction, même d'un point de vue idéologique, qui peut exister entre des responsables, des oligarques et des hommes politiques qui sont d'origine juive, et le fait qu'ils aient été embrigadés avec des groupes armés qui sont de tendance néo-nazie. Il y a cette très forte contradiction qui a poussé quasiment le Premier ministre israélien à aller se rendre sur place, c'est-à-dire au Kremlin, pour s'assurer, oui ou non, si effectivement le mémorial des victimes juives en Ukraine a été bombardé par les Russes. Parce que Zelensky, lorsque la semaine dernière, il a demandé de l'aide de tous les juifs du monde, c'était par rapport au fait que les troupes russes seraient intervenues et auraient bombardé sciemment ce mémorial juif qui date de la Seconde Guerre mondiale. Or, il n'en a été rien. Il n'y a eu aucun bombardement. Et il s'est avéré que le président Zelensky a perdu la face. Puisque quand il est parti, Naftali Bennett, à Moscou, visiter le président Poutine lui a assuré qu'il n'en était absolument rien et que l'action qu'il est en train de mener sur le terrain, c'est une action qui est menée exclusivement contre ces groupes néo-nazis. Donc, ce conflit-là, finalement, il met en relief toute cette contradiction qui existe parce que sur certains plateaux de télévision, par exemple occidentaux, on dit c'est pas possible. Le président Poutine, les arguments qu'il avance sur le supposé lien qui existe entre des responsables ukrainiens qui sont juifs et d'autres groupes qui sont néo-nazis est tout à fait incompatible. Et finalement, si on voit que sur le terrain, ça l'est tout à fait. C'est parce que le néonazisme, comme le nazisme, c'est une idéologie qui a trouvé déjà preneur avec le groupe des Straussiens aux États-Unis. Le groupe des Straussiens aux États-Unis, ça ne les gêne absolument pas de trouver, d'emprunter certains traits, certaines caractéristiques à l'idéologie nazie pour la recycler dans un autre contexte qui serait celui du XXIe siècle. Voilà. Vous me parlez de deux groupes, un groupe nazi, un groupe néo-nazi. Concrètement, quelle part dans la population ces deux groupes ont par rapport à la population ukrainienne, pour apporter plus d'éléments à nos téléspectateurs? De ce point de vue-là, du point de vue idéologique et des groupes, il n'y a qu'un seul groupe
où il y a plusieurs groupuscules néo-nazis, ils ne dépassent pas les 4 à 5% de la population d'un point de vue idéologique. C'est beaucoup et peu à la fois. C'est beaucoup parce que ça fait depuis maintenant plusieurs années que ces zélateurs sont en train de faire leur propagande sur place. Et finalement, ils se retrouvent à embrigader des Ukrainiens en partant du principe que les véritables Ukrainiens seraient de sang germanique et qu'ils se sont mélangés avec les Slaves. Et ça, c'est une rediffusion, si je puis dire, du discours nazi qui a existé au cours de la Seconde Guerre mondiale par rapport aux Slaves qui étaient considérés comme des sous-hommes dans leur idéologie à eux. Et à partir de cette idéologie-là, toute la violence qui a été développée vis-à-vis des deux républiques donc russophones trouve, disons, toute sa place dans cette violence qui a été développée vis-à-vis d'eux, et surtout lorsqu'on a découvert dernièrement des charniers, des charniers avec des corps mutilés. Donc les Russes ils sont de moins en moins patients parce qu'ils disent que ça a été le premier pays qui a livré le combat contre le nazisme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont payé un prix très fort. Il n'est pas question que 80 ans plus tard, les mêmes idéologies reviennent et de nouveau les Russes se trouvent agressés chez eux. Voilà. Monsieur Sassi Ben Ali, j'aimerais revenir avec vous sur cette extrême droite que vous avez mentionnée tout à l'heure. Est-ce que cette extrême droite est importante justement en Ukraine, d'après vous? Au niveau comme il vient de le rappeler, mon collègue, elle n'est pas importante du point de vue nombre. Mais elle a embrigadé presque tout le monde. Je dis bien, quand je dis tout le monde, c'est le responsable. D'un côté, et de l'autre côté, elle a un soutien de l'extérieur. S'il n'y avait pas ce soutien-là, c'est fort possible, elle n'aurait pas atteint cet objectif. Mais elle a un soutien, évidemment, qu'on vient de le rappeler, mon collègue, les Starossiens, qui sont au niveau des États-Unis. Et c'est ça le problème. C'est ce soutien-là qui maintient ce groupe-là. Quand je dis le soutien, il y a le soutien évidemment des Européens, des Américains et des groupuscules de toute tendance. Dernier acteur de ce conflit, le Donbass, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Quelles sont les motivations dans ce conflit de Denis Pouchiline, le président de la République autoproclamée de Donetsk, d'après vous? Monsieur, je n'ai pas très bien entendu la question. Quelles sont les motivations du président de la République autoproclamée de Donetsk, d'après vous, dans ce conflit précisément? Si on revient en 2014, il y a eu un référendum en 2014, en mai 2014. Et ce référendum, c'était la majorité, évidemment, pour une autonomie. Quand il y a eu évidemment des exactions de la part de la droite nationaliste ukrainienne contre les Russes et les objectifs d'annuler ou bien d'éliminer tout ce qui est russe, le président a pris la décision de rallier la Russie et de déclarer son indépendance. Je crois que du point de vue droit, quand on dit autonomie, c'est une possibilité pour un territoire ou bien un groupe ou bien une communauté. Quand on dit communauté, au Donetsk, il y a la majorité russe comme communauté. De s'administrer librement. Et dans ce cas, c'est cette autonomie-là qui a poussé d'un côté les autorités, parce que en 2014, il y a les Ukrainiens qui ne voulaient pas reconnaître le référendum de 2014 concernant le Donetsk et le Lugansk. Et c'est pour cette raison, en voulant éliminer tout ce qui est russe, il y a eu ce revirement total en direction de la Russie et en se ralliant à la Russie en déclarant une indépendance vis-à-vis de l'Ukraine.
Docteur Haliresh, même question. Quelles sont les motivations du président de la République autoproclamée de Donetsk, d'après vous? Le président de cette République autoproclamée avait déjà sollicité, si je puis dire, l'aide de la Russie plusieurs fois depuis le début du conflit en 2014, parce que ça a commencé par quasiment une guerre civile. Je vous rappelle que le président de l'époque, Loukachenko, a été obligé de quitter son pays lorsqu'il y a eu la révolution de Maïdan, et qu'il a été remplacé par un autre chef d'État intérimaire. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il a été remplacé, la langue russe, la légitimité de la langue russe dans ce pays a été remise en cause. Et on a estimé que seul l'ukrainien devait être la langue du pays. Et c'est ce qui a poussé ces deux républiques, les citoyens de ces deux républiques, petit à petit, à s'emparer d'espaces locaux et puis à organiser leur futur État. En s'attaquant par exemple aux mairies, aux forces de police qui étaient censées représenter le pouvoir de Kiev. Et ils se sont mis à ce moment-là à revendiquer quasiment l'indépendance et à solliciter l'intervention des Russes. C'est essentiellement eux, en fait, qui, dès le départ et plusieurs fois, ont sollicité le pouvoir de Moscou, qui a temporisé en leur disant il se peut qu'il y ait une solution politique à ce problème-là. Vous pouvez, par exemple, revendiquer dans un premier temps votre autonomie, et puis par la suite, vous allez voir comment ça va évoluer. Et c'est à partir de ce moment-là que la Russie, ainsi que les pays de l'Union européenne, à travers la France et l'Allemagne, se sont impliqués. Et ça aboutit aux accords de Minsk I en 2014, Minsk II en 2015, qui étaient censés mettre fin. Il y a eu des périodes de cessez-le-feu, mais qui n'ont pas été respectées par la suite. Et c'est devenu une guerre de faible intensité, parce que de part et d'autre, il y a eu une ligne de front qui s'est constituée entre le gouvernement ukrainien qui a voulu récupérer par la force la totalité de son territoire à l'est, et les russophones qui se sont dit non, nous voulons d'abord que les accords soient respectés, et puis après nous allons accepter un éventuel désarmement. Donc la situation est restée comme ça, quasiment jusqu'en 2022, et malgré le fait que certains chefs d'État, Angela Merkel, puis dernièrement Emmanuel Macron, se sont rendus respectivement à Moscou, les Russes ont estimé que leurs homologues européens ne les écoutent pas, parce qu'il y a une question humanitaire qui commence à devenir prégnante sur le terrain. Il y a de plus en plus de victimes, et ils voyaient clairement que ça allait vers une impasse. Zoom ce soir donc sur la région du Donbass, et pour entamer cette deuxième partie, Monsieur Sassi Ben Ali, j'aimerais qu'on revienne ensemble très rapidement sur la censure de la journaliste française Anne-Laure Bonnel, qui a été censurée pour son travail sur le Donbass justement. D'après vous, pourquoi cette censure? Concernant la journaliste Bonnel, peut-être qu'elle a été la seule des correspondants qui existaient dans la région du monde européen. Et c'était la seule qui a un peu, évidemment, révélé des faits que d'autres ne voulaient pas révéler, ou bien ils l'ont caché. Il y a une sélectivité, on trouve qu'il y a un peu une sélectivité concernant le traitement médiatique de la question. Et on voit aussi qu'il y a une couverture raciste des événements. On dit, je ne sais pas, pour les Européens, ils disent que c'est différent, c'est un peu différent des autres conflits. Pourquoi? Un conflit, c'est un conflit, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas dire qu'il y a un conflit en Irak et un conflit, ce n'est pas le même que le conflit ukrainien. C'est pour des raisons bien déterminées et un peu cachées que ce traitement a eu lieu. Je vais poser une question. Bien sûr, je vous en prie, Dr Haliresh. Monsieur Sassi, je voudrais vous poser une question à ce sujet-là.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté sous-jacente de la part de l'OTAN et notamment des États-Unis de vouloir syrianiser en quelque sorte le conflit en Ukraine, c'est-à-dire en faire une sorte de seconde Syrie, dans l'espoir en quelque sorte de créer un abcès de fixation pour la Russie, comme ça s'est passé en Afghanistan il y a cela 30 ans, en sachant pertinemment que l'Ukraine, c'est un autre théâtre de par sa géographie, c'est l'Europe centrale. Il n'y a pas ces fameuses montagnes qui existent en Afghanistan, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté de ce point de vue-là de la part des Américains en laissant traîner comme ça les négociations et en n'encourageant pas une issue finale à vouloir, en fin de compte, expédier des groupes armés comme ils l'ont fait en Syrie en 2012 et en Libye en Syrie en 2012 et en Libye en 2011. Voilà. Non, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un peu, c'est vous. Ce traitement-là, le traitement de la question ukrainienne, ou bien le conflit russo-ukrainien, il est un peu particulier parce que depuis 1991, on revient plus loin. La Russie, évidemment, elle était dans un état un peu de délabrement. Elle a perdu un peu de sa puissance. Elle a été évidemment taillée de tous les côtés. Il ne restait que la Russie. Les autres pays sont devenus des républiques un peu à part. Et la Russie, dans sa situation, elle était un peu dans tous les domaines du point de vue économique, du point de vue militaire et du point de vue évidemment même socio-économique qui commençait à tout remettre en cause au niveau de la situation interne. Mais les promesses tenues par des pays de l'OTAN précisément concernant l'OTAN, ils voulaient faire de l'Ukraine un abcès de fixation au niveau de la région. L'abcès de fixation, pourquoi? Pour le démembrement de l'URSS et de la Russie elle-même. L'objectif, c'est en quelque sorte laisser un abcès de fixation pour de bon tout pays de la frontière russe. Même, l'Ukraine, presque la demande d'adhésion de l'Ukraine au niveau de l'OTAN, elle a été, je ne dis pas rejetée, mais presque mise dans le tiroir dans l'attente d'un beau jour. D'un beau jour, pourquoi? On revient aussi, il y a aussi question on se pose la question pourquoi il y a eu des laboratoires de traitement biologique. C'est tout un dessin qui a été fait, ou bien un projet concernant la Russie. D'accord, et on va s'intéresser à cette découverte, puisqu'on parle de la région du Donbass, de documents secrets du commandement de la garde nationale d'Ukraine par la Russie. Une découverte annoncée par le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov. Il affirme que ces documents secrets confirment une préparation secrète par le régime de Kiev d'une opération offensive dans le Donbass en mars 2022. On écoute. Au cours de l'opération militaire spéciale, des militaires russes sont entrés en possession de documents secrets du commandement de la garde nationale d'Ukraine. Ces documents confirment la préparation secrète par le régime de Kiev d'une opération offensive dans le Donbass en mars 2022. Ainsi, une seule question reste incertaine jusqu'à présent. À quel point les dirigeants américains et leurs alliés de l'OTAN ont été impliqués dans la planification et la préparation de l'opération d'une prise d'assaut du Donbass par le groupement ukrainien de troupes début mars, tous ceux qui se soucient tellement de la paix en Ukraine aujourd'hui. Une information que confirme Denis Pouchiline, le président de la République de Donetsk. On écoute encore une fois.
Selon nos informations de renseignement, les Ukrainiens préparaient des attaques imminentes simultanées pour ce mois de mars. Les faits parlent d'attaques sur la République du Donbass et de Donetsk. Les Ukrainiens étaient épaulés par des formateurs de l'OTAN. Cela prouve que l'opération spéciale russe est venue à point nommé et cela a évité le pire aux populations du Donbass et en Crimée. Docteur Hariresh, je vais reprendre les propos de Igor Konashenkov, le porte-parole du ministère russe de la Défense. À quel point les dirigeants américains et les dirigeants de l'OTAN, en général, sont prêts à aller? Les dirigeants de l'OTAN essayent de trouver un consensus entre eux parce qu'il y a un risque quand même de déflagration mondiale. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine possède 2 centrales nucléaires qui sont actuellement entre les mains des combattants tchétchènes de Kadyrov et qui est donc qui suit les lignes bien sûr du président de la République russe. Mais comme je dirais, l'OTAN essaye de jouer le jeu de la surenchère à travers tous ces mercenaires qui sont embrigadés et qu'elle commence à envoyer à partir de plusieurs pays, notamment de l'ouest de l'Europe, dans l'espoir de créer ou de faire une guerre asymétrique sur place, de manière à mettre les Russes en difficulté, puisque actuellement, et même s'ils sont en position de force, il y a quand même des pertes militaires qui sont conséquentes. Et donc, ils espèrent, à travers une stratégie ficelée d'avance, en quelque sorte, saigner progressivement l'ours russe. Oui. C'est-à-dire, ils veulent jouer la montre, Oui. de manière à ce que la Russie puisse s'affaiblir progressivement. Et par la suite, accepter de faire des concessions. Monsieur Sassi Ben Ali, on va revenir ensemble sur depuis le début du conflit au Donbass en 2014. Ma première question, qui sont les habitants du Donbass aujourd'hui? Les habitants du Donbass, la majorité, elle est russe d'origine. D'accord. Il y a une partie, évidemment, c'est une minorité ukrainienne. C'est pour ça que lors du référendum de 2014, il y a eu une majorité pour l'autonomie. Très bien. Un lien donc au pluriel avec l'Ukraine et la Russie, docteur. Oui, tout à fait. Il y a un lien entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est un territoire qui a été petit à petit travaillé et regroupé autour de plusieurs possessions, et notamment les 3 possessions qui appartenaient respectivement à l'Empire tsariste, l'Empire ottoman au sud avec la Crimée. Jusqu'à il y a cela un peu plus de 2 siècles, la Crimée était ottomane, et donc d'où l'existence de groupes turcophones avec avec les Tatars notamment. Oui. Et à l'est, le Donbass, qui sont plutôt russophones. Et c'est ça, l'Ukraine, c'est un patchwork en fait. C'est une mosaïque de différents groupes, et nous allons en parler tout à l'heure, puisque je mettrai l'accent sur d'autres groupes dont on ne parle pas du tout, mais qui existent, d'autres minorités qui revendiquent, mais sans passer à l'action armée pour le moment. Je vais en parler d'ailleurs tout de suite avec Monsieur Sassi Ben Ali. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que le Donbass ne serait pas finalement la boîte de Pandore que le gouvernement de Kiev a refusé d'ouvrir en raison justement de l'existence d'autres minorités dans ce pays, comme l'a affirmé Dr Hariresh? Effectivement, c'est un peu ça, parce que s'il l'ouvre, ça va créer beaucoup de problèmes. Il n'y a pas seulement quand on parle de minorités russes, ce n'est pas seulement les minorités russes, parce qu'il y a de l'autre côté, on peut trouver des Tatars, on peut trouver des gens de la Biélorussie, on peut trouver aussi des gens de la Géorgie, etc. C'est une mosaïque de population qui vit là-bas. Ce n'est pas une seule composante qui existe en Ukraine. Je crois que c'est cette crainte qui fait évidemment réagir
les autorités ukrainiennes pour qu'il n'y aurait pas évidemment d'autres langues à l'exception de la langue ukrainienne dans le pays. Oui. Et justement, en parlant de langue, Dr Halilesh, on compte des roumanophones avec la Bucovine, cette région qui s'étend dans l'espace frontalier de l'Europe centrale, on peut le voir sur la carte de l'Europe de l'Est et de l'Europe du Sud-Est, les Magyars polonais également. Alors, comme vous le voyez sur la carte, il y a d'autres minorités, notamment à l'ouest de l'Ukraine. Et vous voyez bien que tout au long de la frontière roumaine, il y a cette région qui s'appelle la Bucovine. C'est le nord de la Roumanie. Et au-delà de la Roumanie, il y a des roumanophones. C'est une minorité qui a été assimilée politiquement par l'URSS en 1945. Le territoire a été redécoupé en sa faveur, aussi bien au nord avec la Bucovine qu'avec la Dobroudja au niveau de la mer Noire. Si on peut voir un peu plus la carte, la Dobroudja, c'est la partie qui est coloriée en bleu. Qui est au sud, voilà, c'est la partie qui est coloriée en bleu. Et vous voyez l'île des Serpents. L'île des Serpents qui est au large de la Dobroudja. C'est une région qui est actuellement disputée entre les deux pays, l'Ukraine et la Roumanie, parce qu'il y a des gisements de gaz et de pétrole qui se trouvent sur place. Donc vous voyez que c'était un héritage qui date de la Seconde Guerre mondiale, étant donné que l'URSS était une des principales puissances victorieuses, elle a redécoupé les frontières en sa faveur. Ce qui fait qu'ils ont empiété sur les Roumains, mais en empiétant sur les Roumains, ils se retrouvent avec des minorités roumanophones, magyars, avec la Hongrie notamment, et aussi un peu de polonais du côté de Lvov. L'ancienne Lvov actuellement, c'est Lviv, qui est une des principales villes d'Ukraine du côté est et où se sont réfugiées les ambassades occidentales depuis la semaine dernière. Les roumanophones ne sont pas très contents parce que leurs jeunes, par exemple, ils ont tendance à déserter et à aller se réfugier en Roumanie parce que le gouvernement de Kiev veut les enrôler pour les envoyer dans le Donbass. Et donc, ils ne se sentent pas concernés. Et eux aussi ont des revendications qui sont aussi bien culturelles que politiques. Mais pour le moment, ils n'en parlent pas trop parce qu'il n'y a pas d'affrontement armé. On va s'intéresser à la région russophone du Donbass qui est au centre du conflit et en cours en Europe. Moscou a lancé son offensive 48 heures après la reconnaissance des républiques de Donetsk et de Lugansk. Cette région limitrophe qui se trouve au cœur du jeu géopolitique et vit depuis 8 ans une situation de guerre de position qui s'est rapidement transformée en conflit de haute intensité. On regarde ce sujet signé Sofiane Baroudi. La guerre en Ukraine fait rage. Les négociations en Biélorussie se bornent à la discussion des détails opérationnels et à des trêves humanitaires que les deux camps s'accusent de violer. Le front le plus animé est celui du Donbass, où les forces armées de la République de Donetsk et de Lugansk, dénommées DPR-LPR, avancent dans plusieurs directions, appuyées par l'armée russe. Autour de Mariupol, de Kharkiv et de Odessa, les combats sont acharnés sur l'axe sud en partance de Crimée et depuis le Donbass. Les forces armées ukrainiennes sont appuyées par des formations militaires irrégulières, telles le bataillon d'Azov, accusé d'être d'orientation néo-nazie, qui soutient bec et ongle le président Zelensky. Le Donbass, région industrieuse de l'Est ukrainien, est d'une haute importance stratégique. Pour rappel, depuis l'Euromaïdan, appuyé par l'Occident et financé, entre autres, par les réseaux Soros, entraînant la chute du gouvernement élu de Yanukovych en 2014, une guerre de basse intensité a cours dans la région du Donbass. L'ex-président Petro Poroshenko, proche des milieux oligarchiques et porteur de l'ambition d'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, est accusé par les DPR-LPR de crimes de guerre dans la région de Donetsk et de Lugansk, où les russophones ont été l'objet d'attaques discriminatoires. Les accords de Minsk 1 et 2, qui prévoyaient un statut spécial pour ces régions, ont été transgressés à plusieurs reprises et l'opération russe a été motivée par le devoir de protection d'une minorité persécutée dans l'absence de prise en charge par la communauté internationale des violations citées plus haut.
Pour rappel, juste avant le début de l'offensive, la région du Donbass a été évacuée de ses civils, partis vers la Russie occidentale. Les DPR-LPR ont alerté sur l'imminence d'une offensive menée par les forces armées ukrainiennes contre leur position. La situation en Ukraine est très préoccupante et le conflit de haute intensité au Donbass pose à nouveau la question sulfureuse des nationalités, au passé chargé sur le vieux continent en grande bifurcation. Malheureusement, le temps nous est compté. J'en profite pour poser une toute dernière question, très rapidement, Dr Haliresh. Au final, est-ce que cette opération militaire aura des conséquences beaucoup plus larges dans le monde? Oui, ça peut déboucher carrément sur un krach boursier, parce que les compagnies d'assurance ne seront plus en mesure de couvrir les traites si la Russie cesse d'exporter son gaz vers l'Union européenne. C'est le risque majeur. Merci, voilà. Dr Haliresh, pour ce dernier mot. Et merci, Monsieur Sassi Ben Ali. Vous nous aviez accompagnés durant 40 minutes. Vous êtes analyste spécialiste de l'Afrique, du terrorisme et du Moyen-Orient. Merci à vous. Merci, je vous en prie. Et merci, je le rappelle, Dr Reda Haliresh, vous êtes docteur en sociologie des conflits. Vous m'avez accompagné sur le plateau à 19h, le journal télévisé en langue française. Et merci à vous pour votre attention. On se retrouve demain à 18h, comme de coutume. Excellente soirée à tous.